Donc je vais voir ici les lieux d'expression, toujours par rapport aux communications orales saines. Euh, alors le premier lieu, bon, on peut s'exprimer, dialoguer, discuter, échanger, envoyer des informations, communiquer. Voilà. On peut faire ça dans tout lieu, voilà, dans tout environnement, qu'il soit, je veux dire, euh, au travail, dans la vie familiale, dans un club, etc., etc. Il y a plusieurs endroits où on peut discuter. Mais en tout cas, si je prends le cas de la vie quotidienne, le premier qui vient en jeu, c'est les parents, voire la famille. Alors, certains ont, certains caractères, et bon, tout le monde ne s'entend pas forcément bien dans une famille. Donc les parents, la famille, il y a des histoires de famille, il y a des discussions. Voilà, il y a des gens qui ont des mauvais rapports déjà au sein d'une même famille. Donc voilà, mais là, ça permet quand même un échange. Je veux dire, les parents, la famille permet c'est un lieu où l'expression est possible. Mais le problème, elle est la moins vraie. Elle est la moins vraie. Voilà. L'entourage familial a souvent de chacun de ses membres une image figée, voilà, et accepte mal le changement. Au sein d'une famille, il peut y avoir une lutte de pouvoir. Le moins brillant n'ose pas s'exprimer pour ne pas s'exposer aux moqueries des autres. A l'inverse, les plus brillants ne s'expriment pas non plus pour ne pas écraser les autres. Donc, l'expression devra se limiter à une conversation vivante sur des sujets simples. C'est une affaire de tact, d'attention et d'écoute. Bon, on va dire que l'affection favorise. Donc, je veux dire, les discussions ne sont pas aussi simples que ça au sein même euh, d'une famille. Hein. On peut pas avoir des préjugés, des a priori, voilà, des dissonances, des discordances au niveau des sujets, voilà, et etc. Bon, ensuite, le deuxième lieu quotidien, dans la vie quotidienne, ce sont les amis. Amis ou amis. Bon, bon, certains ont beaucoup d'amis, d'autres en ont moins, d'autres en ont presque pas. Bon, chacun est comme il est. Bon, on a souvent des amis, en général, voilà, de tout horizon. Euh, C'est-à-dire, des amis, c'est ceux à qui vous allez échanger des confidences, ceux qu'il faut écouter, ceux avec qui vous pouvez avoir une discussion, voilà, etc., etc. L'expression se concrétise par un effort de s'exprimer dans le langage que chacun peut comprendre. Chacun peut comprendre son langage. Ça se résume à ça, on va dire ça. Alors, les relations. Ouais, vous discutez pas de la même façon dans une famille, entre amis ou dans les relations. C'est pas. Vous voyez que on est caméléon ici. On est un petit peu caméléon, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? On essaie de jouer le jeu du milieu où on est. La discussion va tourner par rapport au milieu où on est. Voilà, c'est une espèce d'effet de caméléon. Je veux dire, euh, euh, quand on est chez les parents, bon, il y a une certaine aussi, il y a du tact à avoir pour plusieurs raisons, parce qu'il y a, voilà, euh, il y a un grand respect familial à avoir dans la maison, donc on tient des discours qui sont en rapport avec, je veux dire,
avec, je veux dire, le respect au sein de la famille. Le respect les amis, bon, on a déjà une plus grande ouverture avec les amis. Bon, on se permet des discussions, je veux dire, qu'on n'aurait pas, par exemple, en famille, par exemple. Au niveau des relations, attention, il ne faut pas aller trop vite. On va dire que la simplicité et le naturel sont de rigueur. Ouais, il faut être simple et naturel. Ouais, pas trop, je dirais, jouer à un jeu ou je veux dire. Il faut jouer le caméléon aussi hein, dans les relations, c'est comme ça. Euh, bon, certains se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, alors certains ne se font pas passer parce qu'ils sont. Parfois c'est l'inverse. Voilà. Ils sont quelque chose, mais ils ne veulent pas le montrer. Ils sont quelqu'un, mais ils ne veulent pas le montrer. Ils se cachent. Bon, ils se cachent derrière une certaine forme de prudence. Voilà. Euh, alors, dans les relations, bon, écouter, d'abord, c'est une attitude sage. Dans les relations. Hein. Bon, les amis, parfois, c'est un petit peu. Ouais, un qui parle, l'autre qui parle. Bon, parfois, ils se coupent la parole. Parfois, ils s'entremêlent dans les paroles. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais dans les relations, c'est une attitude beaucoup plus prudente. Hein. Là, on fait attention à ce que. Alors, bon, s'il y en a un qui vous. Si vous interrogez une personne et que la personne adverse vous dit attention, j'ai pas terminé, il faut l'écouter. Si elle n'a pas terminé, il faut laisser la prochaine fois, il faut la laisser terminer. Pour, si vous avez une autre question, de répondre à la question, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas d'être coupées. Parce qu'il y a certaines relations de certains milieux qui quand ils parlent, ben, il faut laisser parler le maître. Bon, c'est ce qui veut dire que, bon, le maître ne veut pas que je se faire couper. Il n'aime pas se faire couper la parole. Pour lui, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Alors, le caméléon, c'est jouer le vrai parfois et jouer le faux parfois. C'est ça. En gros, c'est ça. Parfois on est vrai, parfois on est faux. Alors, est-ce que dans la famille on est vrai ou on est faux? Ça dépend des personnes. Hein. Bon, chacun, comme il est au sein de sa famille, ben, il peut y avoir des gens qui sont un petit peu faux, comme voilà, d'autres sont un peu plus vrais, et ainsi de suite. Mais dans les relations, il faut essayer d'être vrai partout et toujours. Il faut toujours avoir une constance dans, je veux dire, le paraître. Parce que si on commence à changer du jour au lendemain, on va se dire, bon, la personne là, on voit bien qu'elle change, qu'elle n'est pas de sa vraie nature. Donc, mais le tout, je veux dire, c'est aussi, je veux dire, de jouer le caméléon. Hein. Je veux dire, c'est de jouer à un jeu, mais ce jeu-là, il faut le garder si on est dans des relations. Il ne faut pas commencer à changer du jour au lendemain. Alors ça, ce sont les relations. Hein. Parce qu'il existe aussi le travail, le milieu du travail. Alors attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à ses paroles, attention à ses actes. Il faut toujours surveiller ses paroles et ses actes. Il faut toujours mettre un petit gendarme en soi pour, je veux dire, ne pas faire de gaffes. Parce que les gaffes, parfois, ça peut, je veux dire, coûter cher. Alors, au milieu du travail, tout dépend. Si on est vis-à-vis des clients. Alors là, généralement, quelqu'un qui est en contact avec la clientèle, il a intérêt vraiment à faire gaffe. Hein. Bon, elle peut avoir une certaine, je veux dire, dose d'amitié, mais il faut faire très attention. Voilà. Alors, en plus, on ne connaît pas les clients, on ne connaît jamais assez les clients. Voilà. Alors, les clients, comment est-ce qu'il faut les voir? Il faut les voir comme des interlocuteurs valables. Et l'échange, c'est un rapport de force, on va dire, qui est loyal, hein, où chacun exprime sa position. Voilà, donc, les clients, on peut en discuter, mais je veux dire, pas trop de déconvenus avec les clients.
Il faut savoir parler aux clients. Ben, un bon vendeur doit savoir, je veux dire, a eu les principaux éléments pour pouvoir voilà, être en contact avec de la clientèle. C'est-à-dire avoir du tact, avoir savoir dire ce qu'il faut, je veux dire, au bon moment, euh, euh, savoir prendre de la distance à certains moments, voilà, et rester bien sûr cool dans les relations, on va dire vif, des échanges vifs, voire ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. Il peut y avoir toute une multitude de clients en face et donc s'adapter, on s'adapte aux clients aussi comme on est encore caméléon là, on s'adapte aux clients, on s'adapte. Alors les collègues de travail, bon ça c'est plus des clients. Hein. Bon oui peut-être clients à un moment donné, mais les collègues de travail, encore une fois, c'est différents types de personnalités, d'individualités, donc il faut faire avec. Encore une fois, là, il faut voir comment s'adapter vis-à-vis des collègues de travail. Alors, maintenant, tout dépend combien de temps que vous passez avec les collègues de travail. Je veux dire, peut-être que vous passez plus de temps avec les collègues qu'en famille. Hein. Bon, il faut voir combien de temps que vous passez. Il faudrait mesurer le temps de passage avec lequel voilà, vous coexistez avec les équipes, avec les collègues. Avec les collègues. Faut voir. Donc si vous dépassez plus de temps, si vous passez plus de temps en coexistence avec, on va dire, les relations du monde du travail, ou si vous êtes plus en coexistence avec votre famille. Alors, qu'est-ce que ça implique ben, tour à tour, parfois ce sera serein, parfois ce sera, on va dire, exécrable. Donc parfois il y aura des, parfois il y aura des affinités, mais on aura tous des cas de figure, des affrontements, du calme, voilà, de la sagesse. On a tout qui peut intervenir. Et le problème, c'est que c'est changeant, c'est variant, parce que s'il y a une coexistence, donc, la coexistence va amener à du changement, voilà, de tempérament, changement voilà, de vue d'esprit, changement de vue sur des problèmes divers, etc., qui peut avoir des confrontations, voire des affrontements. Verbal bien sûr, parce que si ça reste avec des échanges avec les mains, bon ça c'est C4, ça veut dire c'est un certificat qui vous met dehors, qui met dehors les deux protagonistes. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors, bien sûr, avec les collègues de travail, toutes les formes d'expression sont possibles, simples, voire des conversations, je veux dire, des, des- simples ou intellectuelles, hein, pour avoir voilà, des formes d'expression simples ou voire intellectuelles. Parfois, on a de bêtes conversations, c'est des bêtes petits échanges voilà, de conversation, mais attention de ne pas raconter n'importe quoi, parce que parfois, il y a certains collègues de travail qui mettent ça en tête et qui ne... Voilà, et qui vous cataloguent en fonction de ce que vous dites. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, on peut aussi, les formes d'expression peuvent être des échanges d'idées, voilà, des discussions tout court, voilà. Et bien sûr, selon les tempéraments des uns et des autres, euh, certains restent sur leur quant à soi, les autres s'impliquent. Voilà. Certains s'impliquent et d'autres restent sur leur voilà, point de vue. Voilà, alors on peut avoir des participations, des réserves, des finesses, voilà, de la simplicité. Ah, tout ça, ce sont les maîtres mots de l'expression en milieu de professionnel. On participe, voilà. hum, si on ne participe pas, on, voilà,
Enfin, il faut participer avec les collègues de travail. C'est un endroit où on vous oblige à être coopérant, coopératif. Voilà. Hum. Mais en tout cas, il y a de la finesse et de la simplicité qui peut, voilà, être présent dans l'expression en milieu professionnel. Bon, et on peut mettre pas mal de d'adjectifs, hein, bon, d'adjectifs épithètes. Euh, Certains seront réservés, d'autres seront un peu plus à la vue des autres. Mais disons qu'il faut rester dans un cadre, je veux dire, dans un cadre professionnel, avec ce que le cadre professionnel implique. C'est-à-dire la coopération, l'échange, euh, la participation, voilà, l'aide, l'entraide, etc. etc. Ouais, ça, il n'y a pas de qualificatif qui. Bon, certains ne respectent pas ce genre de choses-là, hein. Et là, ça commence les problèmes. C'est quand les gens ne respectent pas, quand il y a de la jalousie, hein, qu'il y en a un qui va monter de grade, l'autre il n'a pas le même grade, l'autre il a voilà, un salaire plus important que l'autre pour le même travail, et ainsi de suite. Bon, ça peut ramener à des jalousies, ça peut ramener à des affrontements, des confrontations. Oui, bien sûr, il n'y a pas que une société. Milieu de travail, c'est pas forcément voilà le monde des bisounours. Je vous le dis tout de suite. Il peut se passer, je veux dire, des choses très mauvaises. Bon, et ça, il y a de bonnes choses qui se passent. Alors, la vie, c'est pas que des bonnes choses. Ça nous réserve aussi des mauvaises choses. Et les mauvaises choses, on peut les retrouver, bien sûr, en famille, chez les amis, les relations, chez les clients, chez les collègues de travail. Bon, je dis pas que voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça que j'ai dit. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. J'ai pas dit ça. J'ai dit que bon, il faut se respecter un maximum. Et je veux dire, on joue le caméléon, on essaie d'avoir du tact et de rentrer dans n'importe quel groupe de travail, n'importe quel milieu, pour pouvoir faire jaillir voilà, des conversations, des discussions, de l'expression. Voilà. Mais le tout, c'est, comme j'ai dit, d'avoir du tact. Et c'est de savoir qui on a en face de soi. Si on connaît, je veux dire, les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire un petit peu la psychologie de la personne en face, tout est une question de psychologie. C'est ça que je vais faire comprendre ici. Pour avoir une bonne expression, c'est de déterminer la psychologie des personnes qui sont vos vis-à-vis dans l'expression orale ou écrite. Voilà, c'est de connaître la physio, la psychologie des personnes en face de vous. De connaître le tempérament. Voilà, si vous connaissez le tempérament de la personne, vous pouvez déjà discuter en fonction de son tempérament. Si vous voyez que c'est quelqu'un de nerveux, vous n'allez pas commencer à discuter avec de sujets qui vont l'énerver. Alors, si vous connaissez les sujets que certaines personnes aiment, il faut rentrer dans leur jeu. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, il faut avoir une dose de psychologie. Voilà, s'intéresser, bien sûr, à ce que l'autre fait, à ce que l'autre dit. Voilà, être à l'écoute. C'est tout des paris gagnants. Hein. Être à l'écoute, intéressé à ce que l'autre fait. Voilà, être aidant. Et là, en fait, c'est des passe-partout, ça. C'est des passe-partout. Intéressé, être à l'écoute, être aidant. Il y a beaucoup de qualificatifs comme ça qui sont des passe-partout. Des moments où vous mettez ces qualificatifs-là en œuvre, vous pouvez avoir une bonne expression. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout, hein, parce qu'il y a aussi le ton de la parole. Si vous faites endormir quelqu'un avec votre voix, ouais, c'est des choses comme ça. Ou si vos mimiques dérangent les gens, il n'y a pas que ça. Ça, c'est déjà un point de vue. Les lieux d'expression, vous pouvez, voilà. Ils sont divers et multiples. Hein. Il y a des clubs, voilà, vous pouvez aller dans des clubs de foot, des clubs de sport, etc. Vous allez rencontrer des gens, vous pouvez vous exprimer avec eux, voilà, communiquer avec eux. Il y a différents lieux. Voilà, tout ce qui est club, café, lieu de culte,
Tous les lieux sont des propices, voilà, un bus, un tram, un train, euh, sont des lieux propices à la discussion. Alors, il y a d'autres lieux, euh, et là, on va rencontrer des lieux de réunion, des lieux d'échange. On va voir par exemple les réunions. Voilà. Alors, la discussion va permettre de prendre notre place dans, on va dire, dans la société. Voilà, on va dire c'est comme ça. On va dire les réunions, elles sont de tous ordres. Pour pouvoir s'y exprimer, certaines conditions s'imposent. Il faut connaître le but de cette réunion parce que si vous ne savez pas pourquoi vous avez une réunion, vous allez parler de tout et n'importe quoi parce que vous n'avez pas l'essence même de la, on va dire, du but premier de la réunion. Vous n'en avez pas la connaissance ni la consistance. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez parler, je veux dire, on va dire de tout et n'importe quoi, en mélangeant beaucoup de choses. Et ce qui va jaillir de la réunion, c'est du rien du tout. Hein. Parce que comme c'est du n'importe quoi, vous allez faire jaillir du n'importe quoi. C'est-à-dire du rien du tout. Alors, la réunion, quand elle s'impose, il faut la préparer. On n'arrive pas à une réunion, je veux dire, on a réunion à 3 heures, on fait rien. Tant mieux, ils croient que c'est un club, un café, qui vont au café, qui vont boire un verre, et puis après ils vont repartir l'état tranquille. Non, une réunion, ça se prépare. C'est-à-dire, il faut se former une pensée personnelle de ce qui va être dit en fonction du but de la réunion. On prépare le but de la réunion, on sait ce qui va ce qui va adjoindre de cette réunion, donc on se prépare pour mettre les bons mots, les bons qualificatifs, les bonnes phrases, qu'elles soient percutantes pour, je veux dire, si on a, dans le cas où on devrait intervenir, dans le cas d'intervention. Alors, bien sûr, il ne faut pas écrire tout et n'importe quoi, parce que une réunion, ça dure un certain temps. Donc, écrire un livre, ça ne sert à rien. Donc, il faut noter ce qu'on veut dire absolument lors de la réunion, ce qui est important. Il faut, on va dire, démêler l'utile à l'accessoire. L'utile, ce qui est utile, là, on va le noter. Ce qui est accessoire, si vous savez le dire durant la réunion, tant mieux. Si vous ne savez pas le dire, ça reste du facultatif. Hein. Ça reste du facultatif. Et le facultatif n'est pas important. S'il n'est pas important, ça passe je veux dire, en arrière-plan. Donc, une réunion, ça doit, je veux dire, il faut, par rapport à une réunion doit être l'essence même voilà, d'un aspect où il y a quelque chose qui doit jaillir de ça. Des réponses, des réponses à des problèmes. Voilà, des modifications, des modifications, voilà, des actions qui doivent être entreprises en sortie de réunion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent bouger. Parce que si on fait des réunions uniquement pour parler, blablater, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait des actions. Et les actions, voilà, intéressantes pour pouvoir changer les choses. Parce que si une réunion, c'est qu'il y a un problème. Si il y a un problème, il faut résoudre ce problème. Si on veut résoudre ce problème, il faut qu'il y ait des actions à ce problème. S'il y a des actions à ce problème, c'est que on peut avoir un feedback au travers de ces actions si les actions ont donné, je veux dire, une solution au problème, ou s'il a modifié la situation du problème. Donc on peut avoir un feedback, on peut se poser les bonnes questions, de se dire, bon, est-ce que les actions entreprises ont mené vers tout du moins une résolution du problème, ou voilà, une modification du statut du problème. C'est déjà ça. Si on a déjà modifié le statut en positif du problème, c'est déjà ça. On a déjà ça de gagner. Alors, en cours de réunion, bien sûr, il faut oser formuler ses idées et toujours être à l'écoute de ceux qui parlent, laisser le temps. Alors, le problème, c'est que le gros problème d'une réunion, c'est qu'il y a un certain temps. Une réunion, c'est pas 24 heures, hein, ni 48 heures. On a une réunion, on a un certain temps. Voilà, le timing, il faut le respecter. C'est toujours comme ça. C'est partout où on va, il y a un timing à respecter. Vous devez faire une habitation, on vous donne, voilà, 3 ans. Si vous dépassez les 3 ans pour faire l'habitation, vous payez. Vous payez le surplus, voilà, du projet. Le projet, s'il coûte autant, avec une marge d'erreur, je veux dire, si vous dépassez le projet de plus de X% de la marge d'erreur, il faudra payer. Donc tout est, on va dire, avec un timing.
Si on vous dit de, voilà, de faire un travail avec un certain travail, on vous paye autant. Si vous faites 2 fois la durée du travail, ben, vous paiera 2 fois la durée du travail. Mais le problème, c'est que bon, il faut que ce soit raisonnable. C'est entre la raison entre euh, la durée du travail et le temps que ça prend. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Un travail qui dure 1 heure, il ne faut pas prendre 4 heures pour le faire. Hein. On va vous payer 4 heures, mais s'il dure 1 heure, on va bien vous payer 4 heures, mais on vous dira la prochaine fois, si tu fais encore 4 heures sur un travail d'1 heure, mais je veux dire, vous n'êtes pas rentable. Hein. C'est une question de rentabilité, ça. Voilà. Mais disons que partout, il y a un timing. Vous faites un examen, il y a un timing. Vous allez à l'école, voilà, vous devez respecter les heures de cours. Vous commencez à 8 heures, vous terminez à 4 heures. Et ainsi de suite. Ouais, partout où vous allez, il y a un timing. C'est comme ça. On est tenu à un timing. Voilà. Et donc, c'est ça le gros problème d'une réunion, c'est le timing. Donc, si tout le monde n'a pas su parler, ben, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois si la réunion aura trait au même. Parce qu'une réunion peut, je veux dire, on peut avoir une réunion aujourd'hui pour un certain point de vue, et pour le même point de vue, reprendre une réunion une autre fois si la réunion n'a pas abouti dans une première fois. Donc, à une autre fois, on mettra, voilà, à l'honneur le même sujet une autre fois. Pourquoi pas? Parce que tant qu'on n'a pas résolu le problème, il faut le résoudre. Hein. C'est pas parce qu'on a fait une réunion que ça va le résoudre. Donc si ça n'a pas été résolu au bout d'une réunion, il faudra faire une autre réunion. Mais maintenant, faire des réunions éternelles, ça n'intéresse plus personne. Hein. Je veux dire, ça c'est ce qu'on appelle de la moquerie. Hein. On se moque du monde. Hein. Ouais, pas faire une réunion, 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Ben c'est fait exprès. Les réunions n'aboutissent à rien et ne donnent rien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui veulent, je veux dire, faire en sorte de mettre, je veux dire, de faire une impasse. Ils font toujours des impasses. Leur but, ils savent avant de venir qu'il va y avoir une impasse. Donc en fait, c'est pas une réunion. C'est des gens qui viennent, je veux dire, avec une idée fixe et là, positionné sur une idée fixe. Ça, c'est pas une réunion. Il n'y a pas de malléabilité à ça. Il n'y a pas de, voilà, comment on appelle ça, on ne sait pas, quelque chose qui est figé, on ne sait pas le travailler correctement avec une certaine malléabilité. Si c'est figé, c'est figé. Ça n'a aucun sens de faire une réunion avec des gens qui ont une tête figée et qui n'ont, au niveau de la négociation, ils ne savent pas, je veux dire, voilà, faire un petit pas pour faire avancer les choses. Et bon, il reste figé, ça n'a aucun sens. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça n'a aucun sens. Ça c'est pour embêter son monde. C'est de se dire, de se poser le problème qui va perdurer. Le problème, effectivement, est perduré parce qu'il n'y a pas de solution. On ne cherche pas à trouver une solution. Donc, on le fait perdurer le problème. Mais là, à ce moment-là, bon, c'est un autre problème. Des réunions qui vont se suivre les uns à la suite des autres, qui n'aboutissent à aucun résultat, les réunions ne servent plus à rien. Et non plus, je veux dire, le raison d'être. Comme je l'ai dit en cours de réunion, il faut oser formuler ses idées. Ben, attention à ceux qui ne disent rien, c'est-à-dire au mutisme à tout prix de certains participants, qui vient de plusieurs facteurs. Notamment, un des premiers facteurs, c'est il y a des gens qui sont réservés, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont susceptibles. Voilà. Certains ont des phobies aussi de s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués, ils ont l'incapacité de s'exprimer. Voilà. Et ce mutisme, en général, on va dire, de tous ces gens-là, ben, il affaiblit l'échange de tous. C'est des gens, si on a 20 personnes qui sont en réunion, qu'il y en a 5 qui s'expriment, et les 15 autres, ils n'ont rien dit, bon, je ne sais pas qu'ils sont venus faire quoi à la réunion, à part écouter et prendre des notes, ou quoique même il y a des gens qui ne prennent même pas de notes. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, je veux dire, d'avoir 20 personnes, alors qu'il y a 5 personnes qui prennent part en échangeant leurs idées, leur donnant leur point de vue, etc. Et il y en a, attention qu'ils ont peur aussi. Hein. Il y en a qui ont peur pour leur place. Alors, il y en a qui se sentent, je veux dire, filmés, photographiés, ils se sentent espionnés par rapport à ce qu'ils vont dire et les répercussions de ce qu'ils vont dire par rapport à ce que ça peut aboutir, je veux dire, voilà, à la hiérarchie supérieure. Donc il y en a qui sont mutistes parce ils ont peur de leur place. Donc ils vont pas beaucoup, on va leur dire bon, donnez votre point de vue, ben ils vont pas le donner parce qu'ils ont peur. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ils ont peur. Ils ont peur pour leur place, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de perdre voilà, qu'on va les harceler pour les faire partir de l'entreprise. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des mauvaises choses dans des réunions, ben, on les attend au bon endroit. C'est-à-dire, quand ils sont à leur poste de travail, on va essayer de les harceler pour essayer de
les faire perdre un petit peu les pédales et qu'à un moment donné, ils risquent de partir de eux-mêmes. Voilà, parce qu'ils vont se dire, bon, on me rend malade dans la société, ben, bon, mon moral, il est mauvais, je pars d'ici, je vais me mettre en dépression. Voilà, et donc, lui, il partira en dépression, il sera sous la mutuelle, mais l'entreprise aura réussi son objectif, c'est de le faire partir parce qu'il était, voilà, contre la hiérarchie de l'entreprise ou contre voilà, les plans de l'entreprise ou contre voilà, beaucoup de choses concernant. Voilà, il n'était pas adhérent à un projet, je veux dire, qui était concocté par la hiérarchie. Il était contre et il était le dire en réunion. Et en réunion, ben, on l'a regardé avec un air, voilà, comme pour dire qu'on allait avoir sa peau. Voilà. Et ça se passe, parfois c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent en réunion et qu'est-ce qui se passe? Ben, on les, en arrière-plan, ben, quand en sortie de réunion, à partir de là, commence je veux dire, un harcèlement de cette personne-là. Bon, enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler parce que ils se disent pas que les sociétés c'est pas chez eux et qu'ils n'ont pas le libre arbitre et qu'ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils veulent, ils n'ont pas la liberté d'expression, voilà, et qui sont sous forme d'un joug qui est voilà, la hiérarchie de l'entreprise. Le chef, voilà, le manager, etc., qui les tient à l'œil. Bon, ceci étant dit, un autre milieu, c'est le support téléphonique, le téléphone, GSM, etc., ou voire Internet. Voilà, le support téléphonique est aussi, je veux dire, ça c'est un support, c'est un autre lieu d'expression. Il y a les réunions, il y a le téléphone. Voilà. Pour bien utiliser le téléphone dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le téléphone, on va dire, gomme les distances, mais il donne l'impression qu'il faut faire vite ce qu'on a à dire, et en même temps que l'essentiel ne se dit pas sur deux mots. Curieusement, ben, les femmes sont souvent plus à l'aise au téléphone que les hommes. Il semble donc plus indiqué que de leur confier des démarches téléphoniques sur le plan professionnel. Une femme franchira, on va dire, plus facilement les barrages. Quoi qu'il en soit, il faudra tenir compte au téléphone des éléments suivants. Ben, par exemple, le rythme et le ton. Le rythme et le ton au téléphone. Alors, c'est vrai qu'au niveau, la jante féminine, au niveau téléphone, elle est spécialiste. Je pense pour taper sur un GSM, bon, la vitesse est bon, décuplée et parfois même certaines tapent au GSM sans même regarder ce qu'elles font. Donc là, on peut se dire que il y a quelque chose chez les dames font qu'ils ont voilà, une espèce de quelque chose de inné, un don, voilà, au niveau du téléphone, au niveau, voilà, même au niveau des câbles. Hein. Pour, voilà, on va demander à quelqu'un qui a fait des études de, voilà, de travailler sur des petits fils électriques, ben, la manipulation va se faire par des gens qui ont fait des études très mal. Alors qu'on va leur dire, ouais, ben, tu as fait des études, tu es capable de faire ça, tu as fait de l'électronique, etc. Ben, ça n'a rien à voir. Et certaines personnes, notamment la gente féminine, les dames, ont une dextérité sans commune mesure, je veux dire, qu'on puisse les égaler. C'est comme ça. Je remarque au niveau dactylographie, ce qui est, je veux dire, tapoté au GSM, ce qui est, voilà, dextérité pour certaines choses, notamment la couture, voire beaucoup de choses, il y a des choses qui sont imbattables. Donc, voilà, est-ce la physionomie, je veux dire, des doigts qui fait ça, ou je sais pas, qu'est-ce qui peut, je veux dire, faire ça? C'est, bon, on va dire que c'est un inné, c'est un don. Et bon, dans certains métiers, elles peuvent être plus prises que d'autres parce qu'elles ont cette fameuse dextérité. Alors, comme je l'ai dit, au téléphone, il faudra prendre compte des éléments que je vous ai dit, les éléments que je vais dire à la suite. Tout d'abord, c'est le rythme et le ton, parce que bon, si quelqu'un est au bout du fil qui nous fait endormir, on n'a pas trop envie de l'écouter, je vous le dis tout de suite. Voilà, rythme et le ton. Si quelqu'un vous donne le sommeil en vous parlant, ben, dans les 5 minutes, elle va parler, et dans les 5 minutes, vous êtes endormi. C'est comme ça. Bon, il y a des gens, bon, ils ont une façon de parler, bon, ils endorment leur auditoire, même dans un auditoire. Hein.
Dans un auditoire, il y a des gens, ils parlent avec un certain rythme, un certain ton, que vous voyez qu'il y en a des personnes qui ne suivent plus le cours, qui sont en train de bailler, voilà, qui sont prêtes à s'endormir, je veux dire, dans l'auditoire. Alors, euh, normalement, le rythme habituel, on va dire comment est-ce qu'on appelle ça encore je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Je sais plus. Enfin bref, le rythme habituel du langage, c'est 180 mots à la minute. Là, comment est-ce qu'on appelle ça Je ne sais plus. Le mot, je l'ai oublié. 180 mots à la minute. Je ne sais plus le mot. Enfin bref, c'est pas grave. Parce que je commence à chercher, j'en ai pas un bout de temps. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, le rythme habituel du langage est de 180 mots à la minute. Il y en a qui parlent plus lentement, il y en a qui parlent beaucoup plus vite, etc. etc. Il y a des gens qui parlent très très vite, qui sont difficiles à suivre. Parce que le cerveau de quelqu'un, pour comprendre quelqu'un qui parle très 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 vite, c'est délicat. C'est délicat. Bon, maintenant, quelqu'un qui parle très doucement, vous allez vous endormir aussi quand il parle doucement. Donc, il faut une certaine, on va dire, vitesse de langage, vitesse du langage, un certain rythme de langage. Euh, bon, mais une bonne, en règle générale, 180 mots à la minute, c'est bon. Voilà. Ça, c'est le rythme habituel du langage. Mais si maintenant vous en prononcez 120 environ, c'est bon aussi. Alors, évitez de crier, parce que bon, crier, bon, il y en a que ça casse les oreilles, pour certains, euh, et surtout pour la communication à longue distance. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça, hein. Ils n'aiment pas que vous criez, notamment que vous en avez un parlophone, hein, un haut-parleur, je m'excuse, au niveau de. Et donc il y en a qui n'aiment pas, parce que bon, ils n'aiment pas de changement de ton comme ça. Euh, voilà, ça parle doucement, puis ça parle fort, et puis ça reparle doucement, et puis ça reparle fort. Et le cerveau, il faut qu'il s'habitue soit au fort, soit au doucement. Mais comment ça, passer de fort à doucement, ouais, je veux dire, c'est un petit peu perturbant pour le cerveau. Bon. Alors, je vous ai dit, euh, comment on appelle ça, le rythme et le ton. Eh ben, je passais à, bon, maintenant, l'attitude physique. L'attitude physique. Alors, pour l'attitude physique, euh, euh, bon, ici, c'est pas forcément au téléphone. Hein. Voilà, voilà. Le rythme et le ton, c'est pas forcément au téléphone non plus. Hein. Voilà. On va dire que pour bien utiliser le téléphone dans la vie professionnelle, ben, comme ça efface les distances, le téléphone, ça donne l'impression qu'il faut faire vite ce qu'on a à dire et en même temps que l'essentiel ne se dit pas sur deux mots. Alors, on va se dire ça comme ça. Et ceux qui sont plus à l'aise au téléphone, ce sont les dames. Voilà. Donc on va plus leur indiquer de leur confier les démarches téléphoniques sur le plan professionnel. Alors, euh, le rythme et le ton, c'est valable pour le téléphone et ou, ou sans téléphone aussi. Hein. C'est valable aussi pour le téléphone. L'attitude physique, euh, c'est vrai pour le téléphone comme c'est vrai sans le téléphone. Alors on peut se dire curieusement, l'attitude physique, la position et même la tenue vestimentaire, l'humeur passe dans le téléphone, malgré qu'on ne voit pas ce qui s'y passe de l'autre côté. On ne voit pas ce qui s'y passe de l'autre côté, mais on peut percevoir la personne, on peut l'imaginer du fait que, bon, si on entend sourire, ben, on comprend bon, il y a un sourire et une personne, je veux dire, joviale de l'autre côté du fil. On peut s'imaginer la tenue vestimentaire étant donné, je veux dire, qu'on a affaire à je veux dire, un patron, qu'on a affaire à. On peut, voilà, s'imaginer certaines choses et l'imagination peut ramener à du vrai. Voilà. On s'imagine quelque chose, mais c'est peut-être vrai. Voilà. Euh, alors,
il n'est pas toujours facile de donner soi-même un coup de fil, hein, important, au bon moment et au mieux de sa forme. On est souvent surpris par celui qu'on reçoit. Voilà. Euh, alors, si on peut reporter certains appels téléphoniques, hein, mais il faut un prétexte. Il faut un prétexte. Par exemple, un bon prétexte, je suis en conférence, puis-je vous rappeler dans 10 minutes. Bah, là, si on n'est pas prêt, on peut dire des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est du mensonge, parce que si vous n'êtes pas en conférence, vous dites que vous êtes en conférence. Mais maintenant, si c'est pour postposer sans... vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes en conférence, vous pouvez postposer en disant que vous êtes occupé, point à la ligne, sans dire que vous êtes en conférence, parce que là, à ce moment-là, si vous dites que vous êtes en conférence, c'est un petit peu un mensonge alors que vous ne l'êtes pas. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui passent par le mensonge pour, je veux dire, voilà, faire passer la pilule, comme on dit. Voilà, pour faire passer la pilule. Donc, voilà, si des gens ne sont pas préparés, je veux dire, à recevoir un coup de fil important, au bon moment et au mieux de sa forme, ben, il va postposer. Alors, il vous dira, bon, ben, il va vous donner un prétexte qui est, par exemple, ben, excusez-moi, je suis occupé, ben, je vous rappelle dans 10-15 minutes. Voilà. Parce que sinon, ça reste du mensonge. On aurait pu dire, bon, je suis en conférence, je peux vous rappeler dans 10 minutes. On peut dire aussi, j'ai quelqu'un dans mon bureau, je vous rappelle dans un quart d'heure. Bon, je veux dire, on n'est pas obligé de donner la raison pour laquelle peut-être que ça rassure les gens, malgré tout, c'est quand même un mensonge. Bon, il vaut mieux éviter le mensonge. J'ai quelqu'un dans mon bureau, ça ne regarde personne. On peut dire, bon, on peut dire juste, bon, j'ai une occupation importante, je vous rappelle dans un quart d'heure, la personne comprendra. Bon, les gens sont compréhensifs. Alors donc, quand je dis je suis en conférence ou j'ai quelqu'un dans mon bureau, ce sont des excuses, des prétextes qui permettent bien sûr de réunir les éléments et les idées nécessaires à l'entretien qui suivra. Ce ne sera pas, on va dire, une perte de temps, mais le tout, c'est que vous êtes passé par un mensonge. Vaut mieux dire tout simplement, pour préparer voilà, votre discussion, c'est de dire que bah, vous êtes occupé, tout simplement, et ça ne regarde personne. C'est les gens de l'autre côté comprendront que vous êtes occupé, c'est tout. Il n'y a pas à dire pour la raison pour laquelle vous êtes occupé. Vous dites que vous êtes occupé et que vous rappellerez dans 20 minutes, une demi-heure ou 45 minutes, le temps que voilà, vous, que votre forme s'y prête le mieux et que voilà, vous êtes prête à dialoguer, voilà, vous avez la confiance en vous et vous avez les pleines capacités, l'énergie et tous les éléments en main. Par exemple, si devez aller chercher un dossier, vous allez chercher, vous ne cherchez pas dans ce là le dossier, voilà, vous le relisez certains points positifs, certains points importants, vous les surlignez, soulignez, vous faites un petit résumé, et puis vous discutez avec la personne. Voilà. Alors ça peut arriver dans les communications, c'est pour un rendez-vous, voilà. Par exemple, il y a certaines personnes qui vous vendent, il y a des vendeurs hein, qui vous vendent du matériel. Bon, c'est délicat pour un vendeur de vendre des marchandises. Un modèle euh, doit être vendu et un vendeur souhaite passer pour montrer, présenter, faire une exposition du modèle. Alors, bien sûr, il faut un coefficient de pénétration voilà, dans l'entreprise pour pouvoir les voir. Je veux dire, voilà, on a un représentant de vente qui veut aller voir, je veux dire, un vendeur de l'entreprise pour pouvoir, à ce que pour l'action, c'est que le modèle soit vendu par le représentant à un vendeur d'une entreprise. Voilà. Alors à ce moment-là, au téléphone, il va essayer de mettre le plus de facultés, de possibilités possibles de son côté pour pouvoir, je veux dire, déjà se présenter. La première action, c'est de se présenter. S'il est déjà là, c'est déjà gagné. Attends, la seconde action, c'est voilà, de présenter le modèle. Et la troisième action, c'est de vendre le modèle en quantité. Et là, il aura fait en trois actions, il aura fait, voilà, il aura fait, je veux dire, l'essentiel, c'est-à-dire vendre le produit. Bah, par exemple, le modèle que nous souhaitons vous présenter est en plus le seul sur le marché.
voilà, vous insistez que c'est le seul sur le marché, qui soit entièrement automatisé. Alors, voulez-vous que monsieur Intel passe vous voir demain matin vers 10 heures? Ou à votre convenance, bien sûr. Le tout, les rendez-vous, on ne les fixe pas de son plein gré, parce qu'il faut voir aussi si l'autre il a la faculté de vous recevoir. Donc en fait, suivant voilà, un temps convenu par les parties. Donc chacun doit être libéré, je veux dire, pour une entrevue. Alors le modèle que nous souhaitons vous présenter, en plus, le seul sur le marché qui soit entièrement automatisé. Alors, voulez-vous assister à cette exposition qui sera entièrement bénéfique pour votre entreprise? Alors, c'est à vous à mettre des bonnes phrases, hein. Bon, ici, je tente de trouver des phrases, je veux dire, qui passent le mieux au téléphone pour pouvoir attirer, je veux dire, à avoir une certaine attirance et pouvoir avoir la première démarche qui est celle de la première action, c'est-à-dire avoir le premier rendez-vous. Parce que dans les démarches, les démarches, ce sont des actions. Les actions sont entreprises par des démarches téléphoniques. Donc on a du démarchage téléphonique qui est une action. La démarchage téléphonique, c'est une action. Ensuite, bien sûr, c'est l'expression orale qui est la seconde action. Et avec un coefficient de pénétration de l'expression orale, ben à partir de là, vous allez avoir une action qui est incisive ou pas. C'est ça qui va, voilà, qui va mettre l'émotion chez voilà, l'acheteur. Voilà, donc ici on va avoir le représentant d'une société X qui doit venir bien sûr avec l'habillement, le sourire, je veux dire, voilà, tous les critères, voilà, nécessaires, je veux dire, pour pouvoir vendre le produit de ce que sa société lui a mis en main pour devoir les vendre à une autre compagnie, une autre société. Et donc là, c'est une société X, ça c'est société Y. Ou plutôt société X, et là on a affaire à la société Y. Donc ici, toutes les démarches à faire, c'est bien sûr une démarche multiforme. Politesse, respect, tonalité de la voix, le rythme, là, voilà. Attention de ne pas trop embêter la personne, hein, parce que je veux dire, le tout, c'est pas rester une heure et puis pendant l'heure vous l'avez fatigué, vous ne pouvez plus vous recevoir après. Donc il faut rester, je veux dire, il faut avoir du tact, un coefficient de pénétration, je veux dire, de l'expression orale pour pouvoir avoir la prochaine action, c'est-à-dire le rendez-vous. Et le prochain des rendez-vous, c'est pas terminé parce que vous devez avoir mettre à l'épreuve ces mêmes critères pour pouvoir avoir la deuxième action qui est, on va dire, importante, qui est voilà, de vendre les produits. Le rendez-vous, c'est une chose, la vente, c'est une seconde chose. Et le plus important, c'est la vente. Mais sans rendez-vous, on ne sait pas avoir de vente. Donc le rendez-vous est aussi important que la vente. Parce que le rendez-vous, c'est déjà un premier pied, voilà, qui est placé. La vente, c'est le second pied, mais le problème, la vente, si on ne l'a pas, on a quand même mis un pied. On peut revenir une autre fois, je veux dire, exposer voilà, de nouveaux produits ou d'autres produits, ou ces mêmes produits, à un moment donné, peut-être qu'ils diront oui à un autre moment. Voilà, donc ici, il y a du tact, il y a toute une panoplie, je veux dire, d'outils qui vont être mis par le représentant pour pouvoir, je veux dire, avoir ne fût-ce que son premier rendez-vous. C'est pas aussi facile que ça, je vous le dis tout de suite. C'est pas aussi facile que ça, parce qu'il y a des gens renfermés. Si, imaginez-vous, l'acheteur renfermé, ben, elle ne pourra pas vous sentir correctement, elle va vous refouler direct. Voilà, il y a des gens, voilà, il faut savoir voilà, les amadouer, je veux dire, au niveau, voilà, être un petit peu, on va dire, charmeur, parce que si vous n'êtes pas charmeur, il y a certains, vous restez je veux dire, la vente, c'est un petit peu ça.
c'est amadouer les gens, c'est voilà, un petit peu charmer son entourage pour pouvoir, je veux dire, avoir des actions. Voilà, c'est un petit peu je veux dire, je vais pas dire l'endormir parce que ça ne se dit pas des mots comme ça, mais enfin bref, c'est voilà comment on appelle ça, je me rappelle plus du mot, mais c'est hum, euh, l'influencer en fait quelque part, c'est ça, c'est l'influencer de manière positive pour pouvoir voilà. Donc quelque part avant d'être un vendeur, on est un professionnel de la parole, on est un acteur, voilà, on est un acteur qu'on joue un rôle, c'est-à-dire on essaie de manipuler voilà le tact d'expression de la communication, de l'expression orale, de la parole, pour pouvoir agir et faire aboutir des actions. Donc on est acteur. Alors, qui sont les acteurs? Il n'y a pas que la vente, hein. On retrouve chez les avocats, les conférenciers, voilà, il y a d'innombrables métiers où il y a un minimum de tact à avoir, c'est-à-dire la politesse, le respect, la tonalité, le rythme, voilà, la non-rigidité, comment on appelle ça, beaucoup de choses. Il faut avoir amadoué, je veux dire, quelqu'un qui est conférencier doit amadouer son public, sinon son public ne va pas faire long feu, il va pas écouter ou ils vont s'endormir. Donc c'est pour ça que je dis que le ton, le rythme, le ton et l'attitude physique doit être très importante dans ces cas de figure-là. Et donc pour animer, c'est pas si évident, hein. Tout le monde n'est pas apte à animer, je veux dire, une conférence, à animer un débat, à animer, je veux dire, dans un faire l'animation dans un tribunal au travers de la parole. Voilà, manipuler la parole pour pouvoir être, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, pour pouvoir être, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, il faut avoir une certaine franchise aussi qui peut vous aider. Il y a une franchise, il y a un petit peu d'ironie, ça fait pas tort pour être ironique. Ouais, dans les tribunaux, parfois, ils sont de temps en temps ironie, ça détend un petit peu l'atmosphère. Bon, ouais, voilà. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Voilà. Parce que trop sérieux aussi, l'ironie, parfois, ça détend, hein. L'ironie, le sarcasme, et des trucs comme ça peut aider, je veux dire, à la personne à avoir des petits sourires ou et détendre l'atmosphère. Au niveau voilà, de la conférence, voire du tribunal, ou voire du milieu où la personne joue son rôle d'acteur, c'est-à-dire de communicateur et qui manipule l'expression orale à sa guise pour pouvoir voilà, influencer ou dicter ou voilà ou énoncer ou entrevoir voilà, des choses. Des choses. Alors, je vous rappelle qu'il y a la gestuelle, c'est fort important. La gestuelle, c'est fort important. La gestuelle, c'est fort important dans la communication, hein. Donc, comme je vous dis, il y a énormément. C'est un tout. C'est un package. On va dire que c'est un gros package. C'est un ensemble. Alors, ce package, il est sentimental. Par là, il y a le visage fait transparaître, je veux dire, de nombreux sentiments, hein. Par le visage se transparaît beaucoup de choses, la tristesse, etc., etc. D'ailleurs, le clown se part d'un voilà, d'un masque, voilà, et dans ce masque-là transparaît, je veux dire, la comédie à travers du masque. Mais peut-être que le clown, quand il retourne chez lui, il est triste. Donc un clown, il peut avoir deux visages. Un visage triste, il est triste quand il arrive chez lui. Et en vérité, quand il fait son spectacle, il est comique et il fait rire les gens. Donc le clown, bah, il a deux visages. On peut faire entrevoir deux visages. Donc dans le visage transparaît d'innombreuses, je veux dire, émotions. Ensuite, il y a la gestuelle. La gestuelle dans la communication est fondamentale.
Donc, fait partie du package. Il y a l'habillement. Il y a l'habillement. Voilà. Il y a voilà l'attitude. L'attitude. Euh, L'attitude. Le comportement. Sa façon de se tenir. Son hygiène. Parce que l'habillement ne suffit pas. Si on est bien habillé, bon, bah, l'hygiène c'est fondamental. Hein. L'hygiène. Voilà le ton de la voix. Là, comment on appelle, il y a quelque chose que je me rappelle plus, c'est la vitesse. C'est le rythme de la parole, mais enfin bref. Il y a le rythme de la parole. C'est le débit verbal. Alors certains parlent de manière hachée. Voilà, bon, il y en a que ça les dérange quand d'entendre une conversation hachée. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter voilà, un débit verbal haché, une conversation qui s'arrête à chaque fois, et puis bon, le gars pense à ce qu'il va te dire, et ainsi de suite. Bon, c'est haché. J'aime pas ce qui est haché. Bon, il peut avoir voilà, la confiance de soi. La maîtrise de son sujet. Alors vous pouvez rajouter beaucoup de choses, beaucoup de choses, qui font que, voilà, ce qu'il faut faire. Alors je vais mettre trois petits points, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc ça veut dire que vous devez avoir tout ce package-là, quand vous êtes au téléphone, quand vous cherchez un emploi vis-à-vis d'un, comment on appelle ça, voilà, vous êtes en face des ressources et développement, ben, je veux dire, qu'est-ce qui doit d'abord jouer? C'est ces éléments-là. Et être perçu par l'autre. Si l'autre vous perçoit que vous êtes voilà, quelqu'un de jovial, il y a besoin d'un poste où il faut que, voilà, quelqu'un au téléphone. Au téléphone, on ne demande pas d'avoir un névrosé, mais plutôt d'avoir quelqu'un de jovial. Jovial, qui sache répondre aux clients de manière raisonnée, de manière voilà, elle ne doit pas frustrer les clients. Donc, on va mettre la bonne personne à la bonne place. Donc, au téléphone, on va passer quelqu'un qui peut s'occuper des clients sans trop, je veux dire, rentrer en confrontation, sans rentrer en confrontation avec les clients. Quel que soit l'événement qu'il va avoir, la personne, on va regarder si voilà, c'est là une attitude apte à devoir subir tous les affres des clients au téléphone. Et donc, de pouvoir répondre de manière avec tact à ses clients. Alors, la première perception de la ressource humaine, on va d'abord voir son attitude, son comportement, voilà, le ton de la voix, voilà, le rythme de la parole, et ainsi de suite. Voilà, s'il est calme, s'il est raisonné, voilà, s'il a un débit verbal, s'il parle trop vite, les gens ne comprendront pas, parce que la plupart des gens qui sont au bout du fil sont des gens de type normaux qui ne comprennent pas des conversations très rapides. Voilà, quelqu'un qui parle très vite, déjà pour moi, quelqu'un qui parle très rapidement, je ne sais pas le suivre, je vous le dis tout de suite. Donc, bon, il passe d'une phrase, on essaie de comprendre une phrase, il est déjà à la cinquième phrase. Bon, ça c'est un petit peu délicat. Voilà. Bon, quelqu'un qui a de la confiance en soi et qui met en confiance le client, parce que si on a affaire à une personne qui est confiante, ben, c'est très bien, parce qu'au moins, on se dit, bon, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, il sait au niveau, quand on va lui, on communique avec quelqu'un qui est de confiance. Et c'est pas quelqu'un qui, bon, si la personne là est déjà anxieuse au niveau de son problème, si elle téléphone à une personne anxieuse, ben, deux anxiétés, ça va faire en sorte que le problème, il va être encore plus
plus bas que possible au niveau voilà, de sa définition. On aura un problème plus bas que possible parce qu'il y en a un qui fait en sorte que son problème il est déjà par terre et l'autre se dit que au bout du fil que son problème on ne sait pas le résoudre parce que je veux dire on ne sait pas résoudre ce genre de problème par terre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va pas mettre en confiance celui qui veut réparer sa. Voilà, par exemple, on arrive avec une machine. On est mal parce qu'on n'a plus de machine à laver. Voilà, c'est une machine à laver. On va chez le réparateur de machine à laver et vous dites ouais la machine là, bon qu'est-ce que c'est? Ouais, ben, ici l'eau ne s'écoule plus comme avant, etc., etc. Et vous dites ouais, et commence à vous poser des questions comme s'il ne connaissait pas la machine et que je veux dire alors que si on est chez un réparateur de machine et voilà là ça pose un gros problème. Vous le mettez le client mal à l'aise. Alors un une personne des ressources humaines doit voir qui prendre. Quelqu'un voilà, qui a le sourire, quelqu'un qui sait répondre au téléphone, quelqu'un qui met les gens en confiance. Et une fois qu'on a ça, ben, je veux dire, on est parti. Hein, je veux dire, c'est parti. Une fois qu'on a une personne qui a voilà, un bon tact, une façon de raisonner, je veux dire, une attitude positive au téléphone, enfin, en face de soi. Et puis, si on se dit en face de soi, on l'aura positive, ben, probablement, maintenant on peut se tromper. Hein, les ressources humaines, c'est pas une science exacte. Hein. On peut se dire, ouais, bon, le premier jour, elle était vraiment euh, euh, illuminée. La personne était vraiment, je veux dire, de lumière. On va dire, une personne de lumière. C'est-à-dire bien habillée, belle attitude, quoi. Tout est positif. On avait quelque chose, quelqu'un, je veux dire, qui ressortait, je veux dire, qui faisait jaillir, je veux dire, de l'or. De l'or. Bah, après, on se rend compte que les premiers coups de téléphone, ben, c'était pas ce qui s'est peut-être passé en entretien. Bon, il a une première dispute avec un client, puis il a une dispute avec un autre client, et il ne sait pas gérer les situations, et on voit que. Alors on s'est trompé. À l'entretien, il faisait jaillir de l'eau, et je veux dire, quand il se met en action devant les coups, au téléphone, ben, il ne sait pas gérer les situations. Donc, quelque part, on peut se tromper aussi. Hein. De toute façon, l'être humain est toujours, il peut toujours se tromper. Ça, bon. De toute façon, s'il se trompe, ben, ce qu'il faudra, il y a toujours bien sûr un délai avant d'embaucher une personne. Il y a toujours un délai. On n'embauche pas une personne sous contrat déterminé en ne connaissant rien de lui uniquement par un entretien. On fait ses essais. Voilà, on lui met un contrat de 3 mois. Dans les 3 mois, si ça ne va pas, ben, je veux dire, on prend quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si ça va pas, si la personne a l'air bien durant les 3 mois, bon, on peut se dire qu'on peut la garder pour la suite. Elle va s'améliorer. Elle va avoir l'expérience, elle va s'améliorer. Ce sera encore mieux. Donc, tout dépend aussi voilà, de ce que fait sortir la personne, hein, au niveau d'un entretien, d'un coup de fil, au niveau d'une réunion. Voilà. Alors, je peux vous dire que certains chefs, ben, il y a des patrons qui ne côtoient pas leurs ouvriers parce que le patron il est toujours bien habillé, de bonnes chaussures. Voilà, il fait transparaître quelque chose voilà, de positif. Voilà, maintenant, s'il viendra discuter avec un ouvrier, l'ouvrier viendrait faire des conneries parler de bêtises avec l'ouvrier, ben, voilà, ça va redescendre voilà, le feeling du patron. Hein. Et on dirait tiens, je pensais que c'était quelqu'un de fort haut, de fort, voilà, de fort haut. Regardez, il sait même pas ça, ça, ça. Et voilà, il est rabaissé, tout d'un coup, il est rabaissé parce que juste il a parlé avec un ouvrier qui lui a ses préjugés. Et voilà, il voit le patron comme tel. Et bon, avec deux questions, il croit le connaître avec deux questions que le patron ne sait pas répondre. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux que le patron évite de parler avec les ouvriers. Bon, il doit rester, voilà, toujours la classe, belle voiture, bien s'habiller, voilà, toujours avoir une posture droite voilà, et avoir voilà, un écart avec les ouvriers, parce que parce que les ouvriers savent bien que le patron il est haut, ben, ils seront les premiers à descendre le patron et le ramener à un niveau plus bas voilà, qu'une personne de classe. Donc ils vont descendre de classe le patron. Alors que le patron, normalement, il est censé. De toute façon, si les patrons, s'il a une entreprise, c'est qu'il a réussi déjà à mettre une boîte en marche, c'est que c'est déjà quelqu'un d'élevé. Parce que pour mettre une société en place, c'est pas donné à tout le monde.
Bon, certains ont des sociétés de père en fils. Bon, ça, on va dire, c'est, c'est- ils ont, comme on dit, la baraka. Je veux dire, ça veut dire que euh, il y a tout un passif familial qui lui est restitué par voie hiérarchique. Mais je veux dire, il y a des patrons qui ont commencé de rien et sont montés, je veux dire, à monter une boîte. Et c'est pas donné à tout le monde de monter des boîtes, je peux vous le dire, parce que je veux dire, euh, c'est beaucoup de charges. Ça ne se fait pas en un an de monter une boîte. Bon, c'est pas un an. On peut ouvrir une société, mais après, c'est beaucoup de galères. Mais après, bien sûr, une fois qu'on est dedans, au bout de 10, 15, 20 ans, bon, les gens ils connaissent quand même le système, hein. Mais les premières années, ceux qui ne connaissent pas le système, pour rentrer dans le système voilà, du capitalisme, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Très, très difficile. C'est très, très difficile. Alors, bien sûr, pour ouvrir une boîte, il faut être un bon vendeur aussi, hein. Parce que si on ne sait pas vendre si on ne sait pas vendre même un bic ou voilà, une paire de chaussettes, je vois pas comment on pourrait devenir patron d'une grosse boîte. Parce qu'il faut commencer déjà par les bas, c'est-à-dire savoir vendre des petites choses avant de vendre des grandes choses. Ou, quand je dis vendre des grandes choses, c'est du service, voire voilà, de la production, hein. On ne fait pas ce qu'on veut. Alors, vous allez me dire, la production, c'est des machines. Oui, mais il faut les investir. Il faut aller chercher l'argent. Et l'argent, si vous ne les payez pas, on vient chercher votre maison, etc. etc. Donc, c'est pas évident d'acheter des machines pour pouvoir produire. Parce que, je veux dire, on est toujours tenu à, je veux dire, des prêts bancaires, des choses comme ça. La banque vous tiendra toujours par derrière, elle sera toujours derrière, hein. La banque sera toujours derrière vous. Voilà. C'est pas évident se mettre indépendant ou être patron. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'un patron, il est bien à sa place, hein. Je vous le dis tout de suite. Et on n'a pas à redescendre un patron. Un patron, c'est un patron. Il a réussi, tant mieux pour lui. Bon, maintenant, il y a des jaloux qui sont toujours là et qui veulent redescendre le patron en arrière-plan parce qu'ils ne le feront jamais en avant-plan. Parce que s'ils le font en avant-plan, ben, ils sont dehors un jour ou l'autre. Voilà, ils ne le feront jamais en avant-plan. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, ça appartient au patron. Et ça appartient pas, je veux dire, à des kidams qu'on invite dans son entreprise et qui se permettent voilà, de faire tout et n'importe quoi au sein de l'entreprise. Voilà, le package, il est énorme. J'aurais pu mettre plus de. Voilà, les mots-clés, les mots. Il y en a beaucoup. Voilà, je pourrais mettre plus d'une centaine de mots-clés. Je ne le fais pas ici. Je n'ai mis que quelques éléments. Voilà, gestuelle, habillement, attitude, comportement, façon de te tenir, hygiène, ton de la voix, rythme de la parole, intonation, débit verbal. Ouais, confiance en soi, maîtrise de son sujet. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et un bon conférencier, il a tout ça. Un bon conférencier, il a tout ça. Un bon conférencier, il a déjà un aspect voilà, psychologique derrière lui. Il cache derrière lui un aspect psychologique. Avant de maîtriser son sujet et voilà, voilà, de faire valoir son sujet, de prouver son sujet ou de démontrer son sujet ou peu importe d'exposer son sujet, on peut faire toujours tout ce qu'on veut avec son sujet. Voilà, avant de l'expliquer, etc., etc. Mais c'est d'abord une personne, une attitude qui est derrière, qui est une grosse attitude, puisqu'elle connaît tout ça. Celui qui fait conférencier, il connaît tout ça. Il connaît les gestes pour ne pas endormir les gens. Parce que si vous faites une conférence pour endormir les gens, autant, je veux dire, faire une conférence sur la zen attitude, voire sur le yoga. Vous faites du yoga, c'est encore mieux. Ou encore, comment est-ce qu'on appelle ça euh, il y a des choses pour vous endormir, hein. Voilà, vous faites une petite conférence, ça vous endormir. Ça sert à rien tout ça. Voilà, pour ça, vous dormez chez vous à la maison, c'est la même chose. Donc, une conférence, ça se travaille. Bien sûr, il y a tous des supports qui vont avec, etc. Mais c'est d'abord une attitude, un comportement, voilà, un aspect physique, une façon de se tenir, une façon de se comporter, parler d'une certaine façon, tenir l'assistance, l'auditoire en éveil. Voilà, essayer d'avoir des retours, des feedbacks de l'auditoire pour que, je veux dire, il ne se réveille pas en posant des bonnes questions, etc. etc. En éveillant l'attention par voilà, une diapositive voilà, qui va émerveiller les gens. Et des choses comme ça. Parler d'un sujet terre à terre, hop, les gens vont, ceux qui ne comprenaient pas le sujet, vous reparlez d'un truc terre à terre, là, l'éveil va recommencer. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs façons, je veux dire, de ramener je veux dire, des éléments d'un auditoire euh, en éveil et de voilà que
la reconcentration générale, voilà, euh, de l'état des personnes se remettent voilà, en branle. Donc, c'est pas si évident, tout ça, c'est pas si évident, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, toute personnalité bon, est capable de faire. C'est un travail de soi, c'est beaucoup un travail de soi. Alors, bien sûr, à faire un travail de soi, c'est beaucoup d'éliminer des choses qu'on ne veut pas qu'ils soient présentes chez vous. Hein. S'il y a des choses qu'on ne veut pas qu'elles soient présentes, il faut les éliminer. Mais il faut savoir faire, voilà, un devoir, un grand devoir, c'est de devoir éliminer ces choses que vous n'aimez pas. Enfin, que vous n'aimez pas qu'elles se. qui- voilà. Si par exemple vous répétez certaines choses, ouais, il faut éviter les répétitions. Maintenant, si vous estimez que les répétitions c'est important pour un certain public, ben, vous faites des répétitions. Et ainsi de suite. Bon, si maintenant vous n'aimez pas que. Je veux dire que. euh, S'il y a certaines choses que vous n'aimez pas, vous essayez de les retirer. Hein, alors maintenant, si vous avez un habillement avec votre décor arrière, c'est-à-dire avec le décor qui serait le décor est en brun à l'arrière, vous habillez en brun, c'est très intéressant parce que vous, voilà, vous êtes dans le sujet même. Le décor est brun et vous êtes habillé tout en brun. Le décor est bleu, vous vous habillez tout en bleu. Ben voilà, vous fondez dans le décor et voilà, vous prenez place dans le décor. C'est très bien, hein, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent, je veux dire, qui peut-être penser de cette façon. Alors, la pensée, c'est fondamental quand on fait une conférence, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut préparer tout ce qu'on on prépare voilà, l'outillage, diapositives, etc., etc. Voilà les pages qu'il faut présenter. Voilà, il y a les documentations, les livres, s'il y a des références de livres à édicter, etc. Il y a un gros travail de documentation, de préparation en arrière-plan avant de présenter à une conférence. Une conférence, ça ne se fait pas comme ça. Voilà, on n'arrive pas avec une petite valisette. Je te dis, ouais, je vais commencer la conférence maintenant. Et je veux dire, on risque de passer pour un plouc. Un plouc. Un plouc, c'est-à-dire c'est une personne qui, je veux dire, ouais, une personne qui vient naïvement et qui pense faire les choses aussi simplistes qu'il le pense, mais en fait, sans préparation, sans, voilà, en parlant des sujets, en venant voilà, il parle de tout et n'importe quoi sans préparer son, son, quoi qu'il y en a qui savent le faire, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Je vous remercie.